Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire les exercices d'entraînement par rapport à l'arithmétique dans les nombres entiers naturels en troisième. Alors, commençons par l'exercice d'entraînement numéro 1, démontrer que la somme de deux entiers positifs consécutifs et impairs est un multiple de 4. Expliquons d'abord la question. Ils veulent qu'on démontre que la somme, c'est-à-dire un nombre plus un autre, la somme de qui? De deux entiers positifs consécutif, c'est un mot-clé. Alors, consécutif, ça veut dire des nombres qui se suivent, parce qu'on a le droit de parler de cette notion d'être consécutif dans les nombres entiers, parce que dans les nombres réels, on peut pas. Si on a droit à la virgule, on peut pas dire quel est le nombre qui suit 2. On peut jamais le trouver, parce qu'après 2, tu peux pas me dire il y a 2,1. Non, il y a bien avant ça, il y a une infinité d'autres nombres. On peut jamais parler de cette notion dans les réels. Mais dans les nombres entiers, on a le droit parce qu'après 2, il n'y a rien à part 3. Donc après 2, il y a 3, après 3, il y a 4, etc. Donc consécutif, c'est des nombres qui se suivent. Et impairs en plus. Alors, si je vous demande de me donner un exemple de deux nombres qui se suivent et qui sont impairs. Donc si vous prenez un nombre impair 5, qu'est-ce qui le suit et qui est impair? C'est pas 6, c'est 7. Donc après 5, il y a 7, après 7, il y a 9, etc. Alors je veux qu'il soit consécutif et impair. On veut montrer que la somme de ces deux nombres-là, quels que soient ces deux nombres, on peut d'ailleurs tester, on veut savoir que c'est un multiple de 4. On peut tester avec le nombre 3 et 5. 3 et 5 sont deux nombres impairs consécutifs. 3 plus 5, ça fait 8, et 8, c'est bien un multiple de 4. On peut tester avec 21 et 19, 19 et 21. Alors 19 plus 21, ça fait 40, et 40, c'est un multiple de 4. Donc on a alors il semble être que la somme de deux nombres justement deux nombres entiers positifs consécutifs, ça donne, et impair, ça donne toujours un multiple de 4. Ben, démontrons ça. Alors ça sort un peu de ce qu'on a fait. Donc la première question, ça sort un peu de l'ordinaire. Alors je dois vous dire qu'en général, comment on écrit un nombre impair? Alors on peut d'abord remarquer qu'un nombre pair, c'est toujours un multiple de 2. D'accord? Donc c'est toujours un nombre 2 fois, c'est 2 fois un nombre qu'on peut appeler n, petit n. Avec n, c'est un nombre entier. Exemple, 8, c'est 2 fois 4. 20, c'est 2 fois 10. 100, c'est 2 fois 50. 42, c'est 2 fois 21. Alors tous les nombres pairs s'écrivent comme ça, 2 fois un nombre. Donc en général, on l'exprime en calcul littéral, et c'est de là d'où vient l'utilité de calcul littéral, ou bien d'utiliser des lettres, c'est d'exprimer des résultats en général. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nombre impair? C'est toujours un nombre pair plus 1. Un nombre 7, ce n'est que 6 qui est pair plus 1. Alors, ça qui est un nombre, qui est l'expression d'un nombre pair, si on lui rajoute 1, donc ça va être la forme d'un nombre impair. D'accord? Alors, on doit raisonner avec ça. Alors, on prend un nombre impair quelconque, et donc, si A est un nombre impair et positif comme ils veulent, on va le prendre positif. Alors, A plus 1, A plus 2, si on rajoute 2, ça sera, d'ailleurs là, on doit dire donc, A, il s'écrit comment? C'est 2 fois n plus 1. D'accord? Puisque A est un nombre impair, il s'écrit comme ça. Avec n, c'est un nombre entier naturel. D'accord? Alors, si on prend ça, c'est que A plus 2, ça sera quoi? Ça sera 2n plus 1, parce que A, c'est 2n plus 1, plus 2. Ça va faire 2n plus 3. Et ça, c'est quoi? Donc, on doit écrire comme ça. Donc, A plus 2 qui est égal à ça, et le nombre impair qui le suit. Alors, si A est un nombre impair et donc qui s'écrit comme ça, A plus 2, ça sera le nombre impair qui le suit. Parce qu'on a dit que deux nombres impairs consécutifs, la différence entre eux, c'est 2.
pour partir d'un nombre impair au nombre impair suivant, il faut rajouter 2 et pas 1. D'accord? Donc, on doit juste rajouter 2 au nombre A pour obtenir le nombre impair qui le suit. Maintenant, pour répondre à leur question, on va faire la somme de ces deux nombres. Il y a A plus 1, A plus 2. Ça, c'est le nombre A et ça, c'est le nombre impair qui le suit, qui est juste après. Parce qu'il y a A, pour vous expliquer, A plus 1 et A plus 2. Alors, si nous, on veut A, si A est impair et on veut aller au nombre impair suivant, on doit sauter A plus 1. Parce que A plus 1 sera pair, puisque ça, c'est impair. Exactement celui qui le suit va être pair et puis impair, etc. Donc, A plus 2, ça va être égal à quoi? On va remplacer A par 2n plus 1, plus, c'est quoi A plus 2? Ça va être 2n plus 3, comme on l'a calculé. Et ça donne combien? Alors, pour les n, j'en ai 2 et 2, ça fait 4n. Et pour 1 plus 3, ça fait 4. Alors, vous voyez bien, je peux déjà constater que c'est un multiple de 4 parce que 4 fois n, c'est un multiple de 4 parce que ça s'écrit sous forme d'un produit de 4 par un entier. Et 4, c'est un multiple de 4. Et la somme de deux multiples de 4, c'est un multiple de 4. Donc, c'est un multiple de 4. Voilà. On peut dire comme ça. Donc, c'est un multiple de 4. Et voilà. Alors, on fait la deuxième question. Démontrer qu'un multiple de 8 est également un multiple de 4. Alors maintenant, il faut déjà savoir exprimer un multiple de quelque chose. Quels sont les multiples de 3, par exemple? C'est la table de 3, la table de multiplication. C'est 3, 6, 9, 12, etc. Alors, on doit constater que les multiples de 3 ont une expression en commun et s'écrivent tous de la même façon. C'est toujours 3 fois quelque chose. Vous l'avez vu dans la table de multiplication en primaire. 3, on fait 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4. C'est ça les multiples de 3. Donc finalement, un multiple de 3, c'est toujours 3 fois un nombre entier, on peut appeler n. Et n, c'est 1, 2, 3, c'est tous les nombres possibles. Donc, un multiple de 8, s'écrit comment? Il s'écrit 8 fois n. On est d'accord avec n entier, avec n un entier. On doit préciser ça. Qu'est-ce que c'est qu'un multiple de 4? Alors, déjà, c'est quoi 8n? On sait que 8n, on peut décomposer 8 et donc écrire 4 fois 2n. On a le droit de faire ça. Et donc, j'ai pu écrire 8n sous forme de 4 fois un entier. Donc, 8n est aussi un multiple de 4 parce que j'ai pu aussi faire apparaître 4 fois un entier. Alors, il faut dire que puisqu'on a pu écrire 8n sous forme de 4 fois 2n fois quelque chose, donc c'est aussi un multiple de 4. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de cet exercice, c'est surtout comment on écrit en général le multiple d'un nombre. Alors, multiple de 5, c'est 5 fois n, avec n un entier. Multiple de 10, c'est 10 fois n. Multiple de 19, c'est 19 fois n, etc. Parce que c'est comme ça dans la table de multiplication d'un nombre. Et la table de multiplication donne exactement les multiples du nombre. Et donc, ils s'écrivent tous sous la forme, ce nombre-là, 3 par exemple, fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3. Donc, ça fait toujours 3 fois un entier. Et en général, littéralement, on dit que c'est 3 fois n. Et n, il représente simplement tous les nombres entiers possibles. Voilà. Alors, passons à l'entraînement suivant. Décomposer chacun des nombres, et puis on va appliquer ça pour rendre irréductible des fractions. Donc, on va faire, alors pour 25, fait directement, donc on divise par 5, ça donnera 5. 5, il faut diviser par 5, ça donne 1. Donc 25, c'est 5 au carré, ou bien 5 fois 5, puisqu'on aura besoin de réduire des fractions. Pour 125, on divise par 5, ça fait 25, et la suite, ici, ça ressemblera à ça. Donc 5, 5, et puis comme ça. J'ai juste recopié celle-là, parce que la suite est exactement la même chose. Alors, 125
Ça s'écrit 5 fois 5 fois 5. Excusez-moi, donc ce 1, bien sûr, il faut l'écrire de ce côté, parce que c'est toujours le quotient qu'on met ici. Voilà. Pour 456, alors on divise par 2, ça fait 200, donc 25 et 3, donc 228. Divisé encore par 2, c'est 114. Divisé encore par 2, ça fait 57. Et ça, je peux pas diviser par 2, mais par 3, oui. Parce que c'est un multiple de... Donc 5 plus 7, c'est 12. Alors, divisé par 3, c'est 19. 19, je peux pas la diviser, c'est un nombre premier, donc je dois diviser directement par 19, ça donne 1. Donc, 456, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 et fois 19. Passons à 2018. Alors, 2018, je divise par 2, ça fait 1009. Ça, c'est pas divisible par, parce que la somme, donc n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 6, ni par 7. Donc, 1009, c'est un nombre, bon, visiblement premier. D'accord? Donc, on divise directement par 1009 pour avoir 1. D'accord? Donc, ça fait, donc, voilà, donc 2018, ça donne directement 2 fois 1009. Maintenant, on va appliquer ça pour rendre irréductibles ces fractions-là. Alors, pour 25 sur 125, c'est facile. Je vais écrire ce que j'ai eu. Donc, 25, c'est 5 fois 5. Pour 125, c'est 5 fois 5 fois 5. J'enlève les deux 5 ici. Qu'est-ce qui reste en haut? Attention, il reste pas rien. Il reste 1. C'est le facteur ou l'élément neutre en multiplication. Et en bas, il reste 5. Donc, c'est 1 cinquième. Et pour 2018 divisé par 456, ça donne, bon, pour 2018, c'est 2 fois 1009. On n'a pas pu aller plus loin dans la décomposition de 2018. Pour 456, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 19. Est-ce qu'on peut tester 1009? Est-ce que c'est divisible par 19? Alors, on peut sortir la calculatrice et pourquoi pas, donc juste s'assurer parce que ça m'étonne que ça soit pas divisible. Alors, 1009 divisé par 19. Non, c'est même pas ça. Donc, c'est pas ce que je me suis dit, puisqu'on a 19 en bas, donc peut-être ils veulent que ça soit divisible par 19. Comme ça, je simplifie avec ça aussi. Donc, ça marche pas. Donc, il y a que 2 que je peux enlever. Il n'y a que le 2. Excusez-moi. Alors, le 2, il part. Alors, qu'est-ce qui reste? En haut, il reste 1009. Et en bas, excusez-moi, j'ai écrit mal. Et 2 fois 2 fois 3 fois 19. Donc, 19, je peux commencer avec ça. 19 fois 3, ça fait 57. Bon, on divise ça par 19, il reste que tout ça. Alors, ça, c'est 57. Fois 2, ça fait 114. Fois 2, c'est 228. C'est sur 228. Donc, c'est que ça que je peux faire pour rendre ça irréductible. Donc, je peux plus diviser parce qu'il n'y a plus de diviseur commun entre ces deux valeurs. Voilà pour l'exercice 2. Passons à l'exercice 3. Une ouvrière dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Elle a reçu la consigne suivante. Donc, on peut faire au fur et à mesure une petite figure. Alors, 110 longueur et donc c'est un rectangle. Juste une petite figure à main levée. 110 cm ici et 88 cm ici. Alors, la consigne, c'est de découper dans ces plaques des carrés tous identiques dont les longueurs des côtés sont un nombre entier et de façon à ne pas avoir de perte. Donc, on veut avoir des carreaux comme ça. Carreaux, donc ça peut être carré ou rectangle. On peut diviser ça comme ça. On va avoir
mais on veut que ça soit exact. D'accord? On veut qu'on ait plus de pertes, qu'on n'ait pas de pertes à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller petit à petit dans l'exercice. Peut-elle choisir de découper des plaques de 10? Sachant que, alors, est-ce que les plaques, alors, dans les longueurs des côtés sont un nombre entier? Non, des plaques carrées. Ça, c'est le mot que je cherchais parce que je voulais savoir est-ce qu'elle veut des carrés ou des rectangles. Donc, elle veut des carrés. Est-ce qu'elle peut diviser par 10? Alors, c'est simple. Il faut voir que, est-ce que la largeur et la longueur, les deux peuvent être divisibles par 10? Alors, 110, oui. 110 est divisible par 10. Donc, je peux diviser en longueur, mais pas les 88 cm. D'accord? Donc, non. Pour aller vite, on va dire juste non. Elle peut pas découper en 10. Parce que si elle découpe en 10, elle aura des pertes. Puisque par largeur, oui. Et par longueur, oui, elle pourra diviser en 10. Elle aura 11 carreaux comme ça en longueur. Mais en largeur, elle aura 8 carreaux de 10, mais elle aura un 8 de perte. Donc non, c'est pas possible. Alors 2. Ou bien B. Alors ça, c'était la A. Maintenant, la B. Est-ce qu'elle peut choisir de découper des plaques de 11? Visiblement, oui. Pourquoi? Parce que 11 est un diviseur de 110 et 88, donc oui. Parce que 110 sur 11, ça donne 10, et 88 sur 11, ça fait 8. Donc, elle peut bien faire ça. Alors, 2. On lui impose désormais de découper des carrés les plus grands possibles. Déjà là, si elle divise par 11, elle aura 11 carreaux comme ça, 10 carreaux de longueur et 8 de largeur. Donc 10 fois 8, elle aura 80. C'est bien, elle aura 80 carreaux, mais peut-être c'est petit. Maintenant, on veut les plus grands possibles, les carreaux les plus grands possibles. Quelle sera la longueur du côté d'un carré? Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme si indirectement, il nous demande de chercher par quoi je peux diviser 110 et 88, mais quel est le nombre le plus grand par lequel on peut diviser les deux? C'est ça la question. Parce que tout à l'heure, on a juste essayé avec 11 et on a vu que c'est faisable, mais on veut le plus grand. Peut-être c'est 11, peut-être c'est encore, il y a un nombre plus grand. Donc ce qu'on va faire, c'est chercher les diviseurs de 110 et les diviseurs de 88 et voir le diviseur le plus grand, le diviseur commun le plus grand. Et pour cela, on a vu la méthode, il faut faire la décomposition. Donc, on va décomposer 88 et décomposer 110. Alors, on fait horizontalement. 88, ça sera 2 fois 44. 44, je peux aussi diviser, c'est 2 fois 22. Et 22, c'est 2 fois 11. Alors, finalement, c'est ça la décomposition. Et pour 110, on fait pareil. 110, on divise par 2, c'est 2 fois 55. 55, c'est 5 fois 11. Donc, le PGCD de 88 et 110, c'est combien? Alors, on a dit qu'il faut prendre tout ce qui est commun avec le plus petit exposant. On a 2 qui se répètent, mais là, c'est 2 puissance 3, et là, c'est 2. Donc, je prends que 2. Il y a 11 qui se répètent, donc je prends 11. Donc, et ça fait 22. Alors, c'est 22 le diviseur commun, le plus grand. Donc, on peut, ou bien, alors quelle sera la longueur? On peut avoir des carrés de quelle longueur? Alors, de côté. Combien? Alors, ça veut dire que 110, on peut la diviser par 22. D'accord? Et donc, ça sera 22 de 22 cm, le côté. D'accord? Et combien y aura-t-il de carrés? Alors, si on divise, alors ça, c'est la A, tout ça. Et pour la B, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on peut diviser par 22, on va faire 110 divisé par 22, ça va donner 5. Et 88 divisé par 22,
ça donne 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir comme ça maintenant. Ça veut dire que les 88, je peux les diviser par 4. Et là, je peux diviser par 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'aurai, mais à chaque fois ici, c'est 22. Hein. Cette longueur-là, ça sera 22. Et cette longueur-là, c'est la même chose, 22. 22 fois 4, ça nous a donné les 88 ici. Et 22 fois 5. Et j'aurai combien? J'aurai 5 carreaux, 5 carrés dans la longueur et 4 dans la largeur. Ça va faire 20. Donc 5 fois 4 qui donne 20 carrés au total, ou 20 carrés par... Voilà. Combien est-il de carrés par plaque? Ben 20 carrés. Si on prend 22 cm de côté, on aura donc 20 carrés. Donc ça serait bien de faire le maximum d'exercices comme ça pour s'entraîner et avoir ces réflexes, comment on doit faire. Surtout, avoir l'idée de ce qu'il faut chercher. Est-ce qu'il faut chercher le plus grand commun diviseur ou le plus petit commun multiple, etc. D'accord? Alors passons à l'entraînement 4. Ça ressemble au problème précédent, je crois. Alors décomposer les nombres. On va d'abord commencer par décomposer 162. On fait ça horizontalement. Alors fois divisé par 2, c'est 81. 2 fois 81. Est-ce que 81, je peux diviser par 3? Parce que la somme, c'est 9. Et ça fait 27. Alors, fois 3. Et 3, on a dit que c'est 27. 27, c'est quoi? C'est 3 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc, ça donnera tout ça. Et pour 108, divisons par 2, ça fait 50. Vous pouvez toujours faire verticalement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Fois 50, excusez-moi, donc j'écris pas 54. Je garde mentalement. Et je divise encore 54 par 2. Ça va faire 2 fois 27. Et 27, c'est 3 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Voilà pour les deux. Alors, deuxième question. Déterminer les deux diviseurs communs au nombre, à ces deux nombres-là, plus grand que 10. Alors, vous pouvez juste prendre tous les facteurs communs. Est-ce qu'on a... Alors, j'ai 2 qui se répètent. J'ai 3 qui se répètent. J'ai un autre 3 qui se répète. Je peux m'arrêter, j'ai encore plus, mais si je m'arrête là, j'ai déjà 2 fois 3 fois 3, ça fait 18. Et 18, donc, c'est un multiple, c'est un diviseur plus grand que 10. Donc, j'ai répondu à la question, même si je peux faire plus. Parce que pour le commun, on peut prendre, comme on a dit, donc plus grand. Donc, si on divise les deux par 18, ça peut faire l'affaire. Diviser par 18, c'est juste enlever, parce que 2 fois 3, c'est 6 fois 3, 18. Donc, si tu barres les 3 là, c'est que tu as divisé par 18. Et la même chose, 2, 3, 3, et tu as divisé par 18. Un snack vend des barquettes composées de... Vous voyez, là, on va appliquer ce qu'on vient de faire comme calcul. On va l'appliquer à cette situation concrète. Alors, barquettes composées de nems et de samoussa. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samoussa. Dans chaque barquette, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le nombre de nems doit être le même. Ça veut dire que la même chose. Dans toutes les barquettes, il faut avoir le même nombre, bien sûr, pour vendre ça d'une manière équitable. Le nombre de samoussa doit être le même aussi. Je vous donne un exemple. Dans chaque barquette, il faut par exemple avoir chaque nems et 7 samoussa. D'accord? Par exemple, tous les nems et tous les samoussa doivent être utilisés. Vous voyez? Donc, il veut avoir des paquets de nombres pareils des deux types, mais il veut ne rien avoir comme perte ou bien comme reste. Alors A, est-ce que le cuisinier peut réaliser 36 barquettes? Comment on fait? On n'a qu'à diviser les deux. D'accord? Alors, si on fait 162, ou bien est-ce que 36 est un diviseur commun? Regardons ici. Bon, j'ai 3 fois 3, ça fait 9, fois 2, c'est 18, fois 3, non, donc il n'y a pas, je vois pas qu'il y a 36. Non, parce que 160, alors là, 2 fois 3, non, 3 fois 3, 9, même pas. Alors 162, est-ce qu'on peut la diviser par 36? Non, n'est pas, déjà ça c'est suffisant, n'est pas divisible par, vous pouvez tester en divisant
ça par 36. On peut faire le test rapidement. Si on divise 162, donc divisé par 36, ça me donne un résultat à virgule. Et on veut pas de virgule, il peut pas diviser une pièce en deux, donc c'est pas possible, n'est pas divisible par 36, donc il peut pas. Donc, déjà pour 62, qui est le nombre de NEMS. Donc déjà pour les NEMS, c'est pas possible, donc c'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il sera possible? C'est peut-être la question suivante. Quel est donc nombre maximal de barquettes qu'il peut réaliser? Le nombre maximal. Et c'est ça exactement le PGCD. C'est le plus grand commun diviseur entre 162 et 108. Alors ça veut dire d'une autre manière, par combien? Quel est le nombre maximal par lequel on peut diviser le nombre de NEMS et le nombre de Samoussa? Donc le PGCD, on a dit qu'on prend tout ce qui est commun, parce que ça c'est 2 fois 3 puissance 4, et ça c'est 2 carrés fois 3 à la puissance 3. On a dit que je prends ce qui est commun. Alors il y a 2 qui est commun, mais je prends le plus petit. Je prends 2 fois 3, c'est commun aussi. Je prends le plus petit exposant, c'est 3 puissance 3. Ça fait combien? 3 fois 3 fois 3, ça fait 27 fois 2, c'est 54. Alors on peut diviser le nombre de NEMS et de Samoussa par 54. Donc on peut avoir le nombre maximal. Donc le nombre maximal de barquettes, ça sera et 54. D'accord? Maintenant, si on fait ça, dans ce cas, combien y aura-t-il de NEMS et de Samoussa? Puisqu'on a pu faire 54, ben combien on aura? On n'a qu'à faire la division. On va faire 162 divisé par 54. Divisé par 54, c'est divisé par... c'est enlever 3 et 2. Donc enlever 1, 2, 3 et 1, 2, il reste 3. Donc ça fait 3. Et 108 divisé par 54 aussi, parce qu'on va faire 54 barquettes, ben ça donne 2. Donc, sur chaque barquette, les 162 c'est les NEMS, donc il y aura 3 NEMS et 2 Samoussa. Donc finalement, il peut faire 54 barquettes avec dans chacune 3 NEMS et 2 Samoussa. Et voilà, on a répondu au problème et fini l'entraînement 4. On passe au dernier. Entraînement 5. Lors de leur entraînement d'athlétisme, Elina et Margot travaillent leur régularité et le courent à vitesse constante. Ça ressemble à l'exercice qu'on a vu par rapport aux lumières qui s'allument dans un temps différent et on veut voir dans quel temps ça s'allume en même temps. Alors pour faire un tour, Elina met 144 secondes, Margot met plus de temps, il est un peu moins rapide, il met 160 secondes. Elles partent en même temps de la ligne de départ et on veut savoir à quel temps ils vont se croiser. C'est la même chose encore pour Elina, pour eux, elle commence de 0. Pour Margot, elle va commencer aussi de 0. Mais lui, il met un tour chaque 144, donc après c'est 288, etc. Pour Margot, il commence à 0, il va faire un tour ici, un peu plus loin, c'est 160 pour lui. Après, c'est 320. Après, etc. On veut savoir à quel temps ils vont se croiser pour la première fois. Combien de tours chacune d'elles doit-elle faire pour qu'elles se retrouvent en même temps à leur position de départ? Donc voilà, à part 0, parce qu'ils ont fait le départ en même temps. Mais premier tour pour Elina, ça va faire 144, mais ça va être un peu moins de Margot que Margot, donc c'est pas en même temps, mais à un moment donné ils vont se croiser, ils vont se retrouver en même temps. Donc qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher le multiple commun, le premier multiple commun. Si on continue cette série là, on va le retrouver, mais c'est peut-être trop long, donc on va faire notre méthode de calcul. On va chercher le PPCM des deux nombres 160 et 144. Alors on va décomposer. Alors divisons par 2, ça fait 2 fois 60
12. Encore c'est 2 fois 2 fois 36. 36 c'est 2 fois 18, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 18. 18 encore, c'est 2 fois 9, donc ça va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc j'aurai 2 à l'absence 4 fois 3 au carré. Pour 160, c'est 2 fois 80. 80, c'est 2 fois 40. 40, c'est 2 fois 20. 20, c'est 2 fois 10. Vous voyez, c'est un peu long. 10, c'est 2 fois 5. Donc, j'aurai 5 fois le nombre 2. Donc, c'est 2 absence 5 fois 5 à la fin. Et voilà. Maintenant, le PPCM, alors le plus petit commun multiple entre les deux, entre 144 et 160, le PPCM, quant à lui, on a dit qu'on prend tous les facteurs, qu'ils soient communs ou pas. Mais je prends le plus grand exposant. Donc, j'ai 2, 2 et j'ai 3, 5. Donc, je prends 2, je prends 3, je prends 5. Pour le 2, puisqu'il se répète, je prends le plus grand exposant. 3, il se répète pas, je le prends tel qu'il est. 5, je le prends tel qu'il est. Il se répète pas. Alors, 2 puissance 5, on doit calculer. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 2, c'est 16. Fois 2, c'est 32. 32 fois 5, tu peux faire fois 10 divisé par 2. 32 fois 10, c'est 320 sur 2, c'est 160. Et après, il faut faire 160 fois 9, parce que 3 carrés, c'est 9. Alors, 160 fois 9, on fait fois 10 moins 160. Alors, 160 fois 10, c'est 1600, moins 160, c'est 1440. On est d'accord? Donc, c'est ça le PPCM, et donc, c'est au-delà de... Alors, combien de tours chacune? Alors, excusez-moi, on était en train de répondre à la deuxième question. Combien de temps leur course aura-t-elle duré? C'est ça, on a calculé en fait la durée. Elle aura duré 1440. Excusez-moi, on a répondu à la deuxième d'abord. Mais avant, combien de tours chacune d'elles doit-elle faire pour qu'elles se retrouvent en même temps? Alors, pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dès qu'on a maintenant le temps, il faut juste le diviser par, donc ça sera ça, divisé par, comme ils font, ça sera divisé par ça, et ça donnera, après 10 tours, parce qu'après 10 tours, non, c'est pas 10 tours, combien de temps chacune d'elles doit-elle faire pour qu'elles se retrouvent en même temps à leur position? Ah oui, donc dans ce cas, il faut chercher le PGCD, le diviseur commun. Bon, on profite du fait qu'on a trouvé ça. Donc, puisqu'on a le multiple commun, on n'a qu'à diviser. Donc ça sera le temps à faire pour les deux, pour se croiser. Donc, pour Elina, ça va faire ça divisé par ça. Donc, si on fait le temps à faire pour se croiser divisé par le nombre d'un tour, ça va faire 10. Donc, pour Elina, c'est après 10 tours. Et pour Margot, il faut faire 1440 toujours, divisé par 144. 160, pardon, parce que lui ou elle, c'est 160 secondes, et pas 144. Ça va faire 9. Donc pour Margot, c'est après 9 tours. Donc, on peut conclure que après 1440 secondes, ils vont d'abord se croiser, oui, mais ils vont pas se croiser car ils font la même distance. Non, quand ils se croisent, c'est quand Elina a fait 10 tours et Margot 9 tours. Donc, à un tour de moins, elles vont se croiser. Voilà, donc c'est tout pour l'entraînement 5 et les exercices d'entraînement de l'arithmétique.